Ce qu'on va faire à soir, ben là, vu qu'on n'est pas beaucoup et que j'aime pas tant ça faire des grands speeches tout seul, j'aimerais bien qu'on fasse ça dans le genre un peu teach-in. C'est-à-dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, même quand je parle, ben pas quand je parle, faites-moi signe, puis on va poser des questions pour alimenter la discussion, justement pour essayer d'aller un peu plus loin. Souvent, on peut parler vraiment beaucoup, mais si vous avez des questions qui appliquent votre curiosité, je vais essayer de les répondre. Dans le fond, je connais quand même pas mal mes affaires, puis des choses que je connais pas, je vais essayer de répondre du meilleur que je peux. Ce que je vais essayer de vous présenter dans le fond aujourd'hui, ça va être vraiment un aspect. Je vais vous présenter un peu la situation autochtone dans ce qu'on appelle le Québec, pour comprendre un peu c'est qui les Autochtones du Québec. C'est-à-dire que ça, on va parler de lutte anticoloniale, des Premières Nations, des Autochtones, mais on ne connaît pas nécessairement c'est qui, les différences, les spécificités. C'est important, ça, parce que quand on parle de cette lutte-là, on ne parle pas juste d'une idéologie, on parle de personnes, de gens, de culture, donc c'est important de prendre le temps justement de différencier tout le monde. Ensuite de ça, j'aimerais ça vous parler aussi un peu de la résistance. Je pense que l'objectif un peu de la conférence, c'est de parler de ça, la résistance qu'il y a eu dans le passé, la résistance qu'on va avoir dans le futur. On peut parler aussi de la place des Autochtones, des Blancs, dans les luttes autochtones aussi, par des exemples, par des expériences, on peut voir un petit peu ça aussi. Puis on peut faire aussi des liens sur les luttes anarchistes, les luttes anticolonialistes, avec les luttes autochtones, les choses qui sont un peu, qui ont de la misère à fitter ensemble, ou d'autres choses qui fitent ensemble. Donc ça va être à peu près ça le plan. Donc c'est ça. Fait que pour commencer, je vais présenter d'où je viens vraiment. C'est-à-dire que moi je viens de Mastouiatche, qui est le petit point orange là, qui est la première communauté Innu. Les Innu, on est toute cette partie-là ici. Tout ça ici, jusqu'au Labrador, jusqu'à Matimekos, qui est Shefferville. Là, les triangles que vous voyez là, c'est des réserves. C'est ce qui a été. C'est des endroits où les gens ont été sédentarisés. C'est souvent des endroits qui étaient quand même spécifiques, c'est-à-dire que les gens se réunissaient là, déjà traditionnellement, puis que les Jésuites, quand ils sont arrivés, ils ont créé des chapelles, des choses comme ça pour nous christianiser. Puis de là, il a commencé les villages, les réserves. On peut dire ça comme ça. Fait que, donc, moi, j'étais à Pecogaminou. Le Pecogami, c'est ce qu'on appelle le lac Saint-Jean. Puis, le lac Saint-Jean. Cet endroit-là, c'est un endroit particulier parce que c'est un endroit qui est vraiment central dans ce qu'on appelle le Québec. Pour toutes les rivières, ben, beaucoup de rivières vont se jeter dans le lac Saint-Jean, dans le Pecogami. Fait que ça devient un endroit vraiment spécifique pour le commerce, pour les rencontres, tout ça. Fait que c'est un peu la spécificité au Pecogami-Innu, c'est-à-dire au niveau de la proximité, mettons, avec les Atikamekw. Les Atikamekw, vous allez voir les trois communautés ici, c'est des régions ici. On est très proche de eux traditionnellement aussi parce qu'on a vu la proximité. Ça se voit même dans la langue. En fait, la Nilweon, nous on appelle le Nilweon la langue Innu, tandis que plus à Courpente, on va appeler ça le Innu-Aimun, langue Innu. Nilweon, nous, c'est un mot particulier pour ça. Mais notre Nilweon va être beaucoup plus lent, assez différent, puis il va être compris des Atikamekw, un peu des cris du sud aussi, par cause de la proximité, tandis que si vous allez plus loin sur la Côte-Nord, la langue est plus rapide, les mots sont plus coupés, tout ça. Donc, traditionnellement, il y avait trois grandes familles, trois grandes communautés Innu. Vous aviez les Pecogami-Innu, les Innu de Betsamit et les Innu de Labrador. C'était trois grandes familles. Vous avez trois grandes nations, si on pourrait dire ça comme ça. Ensuite, ça se séparait en communautés, puis ensuite en familles. Parce que nous, on était des peuples qui étaient nomades, jusqu'à quand même récemment. C'est-à-dire qu'on se rencontrait l'été à un endroit spécifique, faire du commerce, du social et tout ça. Puis, quand l'hiver arrivait, tout le monde partait par des rivières, tout ça, pour aller occuper le territoire. Nous, on occupait le territoire à peu près, là, si je vois au feeling, là, tout ce territoire-là ici. Donc, chaque famille allait un peu dans son coin. On dit nomade, mais c'est pas du nomadisme aléatoire, c'est vraiment du nomadisme sur ton territoire familial, dans le fond, que tu s'en allais, puis tu connaissais les endroits. Ça a changé un petit peu par après, mais bon, puis encore aujourd'hui, ça a un impact. Ensuite de ça, au Québec, en tout, il y a 11 nations. Vous avez les Algonquiens, qu'on dit en français, mais c'est les Anishinaabe, qui sont ici. Vous avez les Cris, les Inuits, les Naskapi qui sont tout seuls là ici, à Kawawak, Chikawak. Les Inuits, les Micmacs, les Malécites, les Hurons-Wendat qui n'étaient pas là traditionnellement, mais qui sont arrivés après, je vais l'expliquer plus tard. Vous avez les Abénakis, les Mohawks, puis les Atikamekw que j'avais oublié. Donc, vous avez toutes ces nations-là. Chaque nation sont quand même assez différentes au niveau de la langue, au niveau de la façon de faire, mais il y a quand même des grosses ressemblances. C'est-à-dire que souvent, vous avez déjà tous en vocaux, il y a les Iroquoiens, les Algonquiens, puis les Inuits. C'est trois grandes familles linguistiques.
quand même, on peut percevoir aussi un mode de vie qui est quand même semblable pour chaque grande famille. Vous avez les familles linguistiques iroquoiennes. Ici, dans ce campé du Québec, vous avez les Mohawks et les Huron-Wendat, qui sont de langue iroquoienne, puis aussi d'une culture sédentaire, semi-sédentaire. C'est de la saudisant environ, quand les terres étaient plus après l'agriculture. Fait que ça, c'est vraiment un autre mode de vie totalement que les peuples algonquins, c'est presque toutes les communautés de ce qu'on appelle le Québec, qui étaient nomades. C'est-à-dire que quand tu es nomade, tu as plus une pensée d'utilisation du territoire, c'est-à-dire que ta survie va dépendre de la façon que tu utilises ton territoire, la façon que tu es en relation avec ce territoire-là, puis tous les petits gestes que tu fais quand tu utilises le territoire vont avoir un impact sur ta future utilisation. Tandis que quand tu es sédentaire, c'est une différente idéologie, c'est plus une idéologie de possession de territoire aussi, parce que plus tu possèdes de territoire, plus tu fais de l'agriculture. C'est sûr qu'on s'entend que l'idéologie de possession des Iroquois était bien différente de l'idéologie de possession des Européens à l'époque, mais quand même, ça change ton mode de vie, ça change vraiment beaucoup ton mode de vie quand tu décides de rester à un endroit, au niveau social, ou politique aussi. Ensuite de ça, nous, notre principale ressource traditionnellement, c'était vraiment le castor. Le castor en particulier parce que ça a vraiment une fourrure importante parce qu'elle est imperméable, elle est chaude, ça fait des vraiment bons vêtements, mais aussi au niveau de la nourriture, la médecine aussi, on utilise des parties encore aujourd'hui du castor pour se guérir. Puis aussi, on a beaucoup copié le mode de vie du castor, c'est-à-dire que quand nous, on a un couteau qu'on appelle le couteau croche, qui est un couteau qui est un peu différent. Aujourd'hui, on utilise une lime qu'on a aiguisée. Le mouvement est vraiment comme ça ici. Il est un peu inversé de ce qu'on pouvait pratiquer avec le couteau d'habitude pour gosser du bois. Mais avant, il était vraiment fait avec une dent de castor. Il était gossé, puis le but, c'est d'aplanir les choses, mais vraiment tranquillement, un peu comme le castor. Fait que toutes ces choses-là, notre application d'hiver était le wigwam, qui ressemble quand même beaucoup à une hutte de castor et tout ça. Fait qu'on utilise beaucoup l'enseignement des animaux pour adapter notre mode de vie. D'autres choses qu'on pourrait voir, c'est-à-dire, mettons qu'un orignal est blessé, il va manger du sapin pour le mettre dans ses plaies. Fait que toutes ces choses-là nous donnaient des indices de comment utiliser le territoire. Souvent, on va dire que nos ancêtres sont les animaux, mais moi, je crois beaucoup qu'au-delà d'avoir des ancêtres sanguins, on a aussi des ancêtres de culture, c'est-à-dire qu'on descend d'une culture, puis les animaux nous ont tellement transmis, on a tellement appris des animaux qu'ils font partie de nos ancêtres aussi. Sans rentrer les détails, on peut aller dans les légendes aussi qui expliquent un peu toutes ces choses-là, mais quand même, c'était vraiment, vraiment important. As-tu des questions pour ça? Castor, peut-être donner ces questions. Ensuite de ça est arrivé le contact. On va commencer à parler de ça un petit peu aussi. Disons que la colonisation dans ce qu'on appelle le Québec, c'est passé, puis dans le Canada en général, c'est passé bien différemment de ce qui s'est vu aux États-Unis ou ce qui s'est vu en Amérique du Sud. C'est pas parce que les colonisateurs étaient plus gentils, ça n'a pas rapport avec ça, parce qu'on s'entend que les Français en Algérie étaient fucked up. Mais, c'est-à-dire que nos territoires étaient particuliers parce que justement par le commerce, par la dureté du territoire aussi, les premiers contacts se sont faits plus au niveau d'alliances commerciales, puis aussi au niveau de l'alliance de la guerre entre les Anglais et les Français, puis ça, mais un peu moins à ce niveau-là, mais bon. Donc, les premières alliances n'étaient pas là pour coloniser les territoires avec des colons. C'était vraiment plus dans le nord d'où je viens, c'était vraiment plus dans l'idée de justement faire du commerce pour la fourrure, puis aussi stratégiquement pour la guerre entre les Anglais et les Français. Il y a eu des alliances qui sont faites, mais disons que nous, mettons par exemple les Inuits, on a plus été colonisés par la dépendance en fait au départ. C'est-à-dire que la dépendance au matériel de traite. C'est-à-dire que, comme tantôt je vous parlais de la dent de castor et tout ça, mais quand le métal arrive, ça change ton mode de vie beaucoup. C'est-à-dire ça vraiment, vraiment beaucoup. C'est-à-dire que toutes les techniques que tu utilisais traditionnellement vont être, disons, vont être faites plus rapidement avec du matériel qui était européen que traditionnellement. Donc ça a changé notre mode de vie, non seulement dans notre tradition pratique, mais aussi dans notre façon de voir le territoire, c'est-à-dire à l'arrivée des armes et tout ça. Par le commerce, il y a eu une chasse intensive qui a commencé aussi, puis la perception du territoire est un peu différente. Mais ça a pris quand même un bon bout de temps avant qu'il y ait des colons qui viennent au lac Saint-Jean. Au départ, il y avait, dans le coin de 1750, il y a eu les postes de traite qui sont arrivés. Après, les Jésuites sont arrivés là aussi, mais les premiers colons à proprement dit, c'était en 1850, c'est le groupe des 21, pour ce qu'on appelle le lac Saint-Jean. C'est le groupe des 21 qui étaient des Québécois de la Malbaie. Un certain, je ne sais plus son nom, dit le Picoté. Je vois ça drôle.
Puis eux sont vraiment venus dans le ville de Lac-Saint-Jean pour faire l'industrie forestière. Ils ont commencé à laver, mais c'est là qu'a commencé vraiment la colonisation. C'était clairement exprimé dans leurs intentions qu'ils allaient coloniser le territoire de Lac-Saint-Jean. Mais traditionnellement, la colonisation n'avait pas tellement lieu. C'était plutôt juste les autochtones qui étaient en haut avec les jésuites et les bottes de traite. Puis, il y avait une guerre qui se faisait entre les Anglais et les Français. Il y avait la Confédération des 5 Nations qui avait une signature qui était en train de s'inclure, qui comprenait les Mohawks, se sont alliés avec les Anglais. Souvent, vous avez déjà entendu ça. Souvent, même, ils disaient, la perception du Québécois moyen va dire que les Mohawks étaient les méchants parce qu'ils étaient alliés avec les Anglais. Mais si on va aux États-Unis, les gens pensent que c'est les Hurons les méchants. Puis les Hurons, eux autres, étaient une grosse puissance. Quand je disais tout à l'heure qu'ils n'étaient pas là au départ, c'est parce qu'ils étaient près des lacs Ontario, puis ils étaient une grosse puissance, c'était environ 40 000 individus. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais environ 40 000, ce qui est beaucoup quand même. Puis, justement, pour compétitionner un peu avec les Hurons, mais les autres nations iroquoiennes se sont confédérées pour justement apposer une certaine résistance. Mais même juste par l'intimidation, si tu sais que le groupe à côté de toi sont 50, ben, ils ont tendance à aller voir tes voisins en disant genre, on va se mettre ensemble pour justement avoir un rapport de force. Donc, il y avait une guerre qui était entre les Anglais et les Français. Il y a eu un peu les autochtones impliqués, mais la guerre était vraiment entre les Anglais et les Français. Puis souvent, moi quand j'étais jeune dans ma communauté, quand on allait dans la ville d'à côté, les gens nous disaient « Ah, vous avez été conquis ». Mais il faut faire attention, on n'a pas été conquis dans cette guerre-là parce que la guerre était entre les Anglais et les Français. C'est-à-dire que nous, on était des alliés. Mais quand un allié, mettons, que quelqu'un perd une guerre, c'est pas les alliés n'ont pas perdu aussi leur territoire, c'est justement, il y a une alliance. Puis, quand que Montréal a été pris et tout ça, il y a eu la proclamation royale qui définissait justement la capitulation des Français, puis tout ça, puis il parlait des Autochtones un peu là-dedans, puis il parlait de protection en fait. Une protection pas parce qu'il était gentil, parce que, il dit clairement même dans le texte, pour assurer la sécurité des colonies, parce que, pour comprendre que dans ce qu'on appelait l'Amérique du Nord, dans ce qu'on appelait le Canada, les colonies n'étaient pas nécessairement très très nombreuses, puis le territoire était assez dur. C'est-à-dire que les Français n'auraient pas pu venir nous attaquer non plus dans nos territoires, on pratiquait le style de résistance de guérilla, dans des territoires qu'on connaissait, difficiles d'accès, donc pour assurer la sécurité de leur colonie, on décide de protéger les Autochtones, les alliés, pour encourager les accords de traite. Ça, c'était les Anglais. Puis, c'est après ça, plus tard après, qu'ils ont utilisé le terme protection pour créer la loi sur les Indiens, qui était, le terme protection est devenu le terme qui ont été des enfants en vertu de la loi. Donc, ça découle de là un peu la loi sur les Indiens. Ils ont adapté un vieux texte pour servir leur fin d'assimilation, quoi qu'à l'époque aussi c'était des fins de colonisation, parce qu'on colonisait quand même les territoires. Donc, c'est un peu ce qui arrive. Je m'en vais, vous posez pas cette question, ça me perturbe. Est-ce qu'il y a le monde ici qui ont été dans une communauté? Deux personnes. Ça, c'est quelque chose qui est important quand même. C'est important de le voir parce que ça exprime un peu justement le malaise qu'on a envers les peuples autochtones. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles, qui sont intéressés à ça, mais qui ne vont pas dans une communauté parce que c'est dur d'accès, on ne se connaît pas beaucoup encore. C'est parce que c'est justement à cause de tout ce qui découle là, justement que c'est assez récent, justement la colonisation, qui fait que les gens sont encore méfiants. C'est-à-dire qu'avant 1850, il n'y avait personne dans le coin où on était, mais dans le coin de Matimécoche, c'est pas avant 1950 qu'il y a eu des gens qui ont été habités là quand ils ont fait des mines de Sucreville. Donc, c'est très très récent. Il y a aussi tout le contexte de la loi sur les Indiens. Je vais embarquer là-dedans. Regardez le film un peu ce que je voulais dire. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la loi sur les Indiens? Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont déjà feuilleté ou un peu dedans? Moi, j'ai déjà fait une fois, mais c'est intense. Mais cette loi-là a été créée, comme je l'expliquais tantôt, dans le but justement d'assimiler les peuples autochtones en les considérant mineurs en vertu de la loi. Elle a été modifiée vraiment souvent, mais ça a toujours gardé le même objectif, c'est-à-dire l'assimilation. Quand on disait mineurs en vertu de la loi, c'était que les Autochtones ont été considérés comme des enfants, puis qu'on allait s'émanciper en devenant des Canadiens accomplis, soit en renonçant à notre petit aborigène, ou soit en se faisant enlever. Puis ça, c'était celui qui pouvait te l'enlever, c'était un genre de surintendant qui pouvait faire ça. Mais tout était fait parce que depuis longtemps, ils nous disaient qu'on était différents, qu'on était moins
fallait croire qu'on était moins bon qu'eux, puis tout ça. Puis ils disaient que pour nous aider, il fallait qu'on devienne comme eux autres, puis que si on réussissait à devenir comme eux autres, on allait devenir des Canadiens. Ça n'a pas tellement fonctionné parce que, en ce moment, cette loi-là est quand même. Elle ne peut pas être abolie non plus. Les peuples autochtones ne veulent pas l'abolir non plus comme ça parce que, justement, cette loi-là, sans qu'ils le sachent, parce que s'il aurait su, il l'aurait peut-être pas fait comme ça, mais ça protège à un certain point ton petit aborigène. Parce que c'est la loi sur les Indiens, c'est elle qui définit qui est un Indien et qui ne l'est pas. T'sais. Puis ça, c'est une des premières choses que tu fais à une nation quand tu veux l'assimiler, puis tu enlèves le droit de définir qui est un autochtone et qui ne l'est pas. Ça, c'est vraiment important aussi de prendre ça en considération. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça va avec le sang, mais traditionnellement, ça n'allait pas nécessairement avec le sang, ça allait avec la culture. C'est-à-dire que si tu étais d'une culture Innu, ben Innu veut dire humain, mais Innu voulant dire humain, ben tu étais un humain de ta culture, tu sais. Puis après ça, ils ont commencé à définir ça avec le sang pour justement amener les gens à s'assimiler. Puis il y a aussi la loi qui était justement contre les femmes beaucoup, qui disait qu'une femme qui mariait un blanc devenait une blanche, une femme blanche qui mariait un autochtone devenait une autochtone. Ça, c'était dans l'idée justement d'assimiler, mais aussi pour beaucoup assimiler les peuples qui étaient de tradition matriarcale, matrilinéaire. Parce que justement, étant matrilinéaire, quand tu mariais une femme, tu allais vivre dans la maison longue de la femme, comme on pourrait dire. Mais là, en faisant le contraire, justement, les femmes qui étaient beaucoup porteuses de la culture, ça a fait en sorte que justement, ouais. Aujourd'hui, il y a vraiment un pourcentage de sang autochtone que tu dois avoir pour être considéré comme un autochtone. Ouais. Ouais, je pense que c'est pas où. Je pense, moi, mon père est québécois, ma mère est Innu, puis je pense que mes enfants ne seront pas considérés Innu si, admettons, je n'ai pas des enfants avec une autochtone ou avec qu'on a atteint métis après ça. Donc il y a vraiment une idée de justement de pureté sanguine qui est exprimée là-dedans, qui est carrément pour moi aberrante parce que justement aucun peuple ne se définit vraiment par le sang non plus. C'est comme dire maintenant les Québécois que tu peux être un Québécois seulement si tu as du sang québécois, pas tout ça, du sang québécois. Donc c'est ça. Fait que c'est important de comprendre tout ça parce qu'au niveau ça, on va parler du nationalisme. Les Québécois ont tendance à dire que les Français étaient plus gentils avec les Autochtones que les Anglais. Ça, c'est quand même assez faux. C'est sûr qu'il y a même des récits historiques qui disent que les francophones avaient plus de facilité avec les Autochtones et que c'était même plus facile pour un Français de devenir un Autochtone que de faire devenir un Autochtone un Français. Mais quand même, il faut comprendre que l'idée des Français, quand ils sont venus ici, c'était de faire la colonisation aussi. Puis les Anglais n'ont pas été plus gentils ou plus méchants que les Français. C'est juste que par le contexte, les lois étaient les stratégies étaient définies par le contexte. Comme je vous expliquais tout à l'heure, dans le territoire ici, c'était assez compliqué justement d'arriver comme en Amérique du Sud et de tirer tout le monde comme les Espagnols l'ont fait. Par le territoire, par l'intérêt des peuples colonisateurs pour ce territoire-là. Parce que la colonisation, c'est ça. La colonisation, c'est une nation qui va partir coloniser d'autres territoires pour régler les problématiques qui arrivent dans sa colonie. L'Europe, à l'époque, elle était dans sa colonie, dans son territoire. L'Europe, à l'époque, était surpeuplée avec des maladies, des crises économiques et tout ça. C'était un peu l'idée, justement, d'aller faire la colonisation, c'était d'aller ailleurs pour régler ces problématiques-là. Donc, ce qu'on appelle le Québec était justement un endroit qui faisait beaucoup du commerce. Mais le commerce étant aussi une forme de colonisation, une forme de conquête aussi, un certain point. C'est quoi dire? J'ai été vite dans mes affaires un petit peu. On pourrait parler un peu des luttes qui se passent en ce moment. Vous avez sûrement entendu beaucoup plus parler des peuples autochtones dernièrement qu'il y a quelques temps. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même un gros réveil au Québec en particulier. Dans ce qu'on appelle le Québec, c'est quand même particulier parce qu'il y a eu quand même beaucoup de blocus. C'est un peu la façon de faire, les blocus. C'est-à-dire que juste les Inuits, on a eu au moins 4 blocus, si je ne me trompe pas. Beaucoup les Inuits de Ouachat, il y a eu des Abetsamit aussi qui en ont fait. C'est beaucoup en lien avec le plan Nord. Puis aussi beaucoup en lien avec le projet de la Romaine. Parce que le projet de la Romaine... Ah oui, j'ai oublié de parler de ça, tiens. J'ai pas de lien. J'ai oublié de parler de plein d'affaires. Ça me semblait que ça avait passé vite. Quand il y a eu... Je vais changer de sujet complètement. Quand il y a eu justement l'installation après la proclamation royale, quand les gens commençaient à faire de la colonisation de terrain puis tout ça, ils ont compris qu'il y avait avoir de la difficulté s'il ne faisait pas quelque chose pour justement acquérir ces territoires-là.
Fait qu'il y a eu la signature de beaucoup de traités, les traités à numéro qu'on appelle, plus d'autres traités, qui étaient des traités de cédation de territoire. Ça, c'est un peu aberrant, justement, les cédations. Ils ont cédé des territoires pour des trucs vraiment anodins, genre 15$ par année au chef, 10$ par année aux conseillers, les haches, des choses comme ça. Mais il y a beaucoup de territoires qui ont été cédés, mais la partie qu'en Ville-Québec n'a jamais été cédée, puis le BC non plus. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est vraiment important aussi dans le contexte aujourd'hui. C'est-à-dire que malgré qu'ils font de l'exploitation sur nos territoires, malgré qu'ils font comme si le territoire leur appartenait, il n'y a jamais eu de traité historique, à part celui de la baie des Braves et la baie James, que là, il recouvre presque la moitié de ce qu'en fait le Québec. Il n'y a jamais eu de traité ou de signature qui fait que le gouvernement a repris le contrôle sur ce territoire, puis c'est encore dans la proclamation royale qui serait comme de vigueur, puis qui disait qu'il y avait dans cette proclamation royale-là l'idée qu'on avait le droit de décider, nous aussi. On traitait de nation à nation et non de sous-nation dans une nation. T'sais. Donc, toute cette partie-là est un territoire non cédé. C'est un peu ça aussi qui arrivait avec la Romaine, parce que la Romaine, ils ont décidé de faire le barrage, mais le Conseil de bande est parti en cours, il a permis des démarches juridiques contre justement Hydro-Québec à cause de ce barrage-là. Puis ensuite de ça, ils ont passé des lignes électriques dans les territoires. Puis là, ils ont dit, ben là, on ne fait pas la même erreur, là, ça fout la marde, fait qu'on va faire un référendum. Et après le référendum, ça n'a pas passé. Donc, ils ont pris le plan B, ils ont fait un autre référendum. Puis, il n'a pas passé encore, mais le projet a quand même eu lieu. Fait que ça a foutu vraiment la marde, les gens étaient vraiment fâchés, c'est comprenable. Puis c'est là qu'a commencé justement la lutte contre justement la Romaine et tout ça. Il y a eu la marche, vous avez sûrement entendu parler de ça, cette marche-là qui avait parti de Ouachat, justement, qui était descendue jusqu'à Montréal, jusqu'au 22, jusqu'à l'émeute du Grand Nord, justement. Mais quand même qui était intéressante, puis il y a eu plusieurs bloqués sur Jonathan, mon beau Jonathan. Et j'ajouterais par rapport à l'imitation de part, c'est que, comme Mathieu l'a dit, il y a eu deux référendums où la communauté de Ouachat, Mayo-Canam n'a pas pu s'est passé. Et des offres importantes pour les il y a quelques citoyens qui se sont opposés à un autre projet de tracé de ligne de transport dans les Laurentides, et ça s'adonne que c'est dans le comté du ministre Marceau, le ministre des Finances. Quand il a constaté ça, le ministre des Finances a dit, bien, il n'y a pas de sécurité sociale, alors on va redéfinir le tracé, quitte à ce que ça coûte 100 millions de plus, 200 millions de plus. C'est déjà un projet de 100 millions de Québec. Juste pour dire que quand c'est les Autochtones, on s'en fout. Mais quand c'est les Blancs ou qu'il y a des enjeux électoraux, bien là, par contre, on est pas. Puis justement, en parlant de ça, je peux vous introduire un petit peu la communauté de Ouachat-Mac-Mayotenam. C'est une communauté qui est quand même particulière parce que quand on dit Ouachat-Mac-Mayotenam, c'est comme Ouachat et Mayotenam, qui sont quand même éloignés d'une vingtaine de kilomètres. Puis pourquoi? Parce que lors de la colonisation, au départ, il avait créé la chapelle, comme je vous expliquais tantôt, quand il arrivait à un endroit que les Autochtones étaient souvent là, ils faisaient la sédentarisation là, donc ils créaient une chapelle. Quand les Autochtones descendaient du bois pour l'été, ils enterraient leurs morts, il y avait les mariages, puis tout ça. Donc là, on crée une chapelle là, puis ça a créé un peu la communauté de Ouachat. Mais quand en 1850, il y a eu la colonisation plus terrain, ben, ces terrains-là ont commencé à prendre la valeur. Donc, ils ont essayé de faire déménager les Autochtones à Mayotenam, de plusieurs façons. Même le clergé de l'époque voulait boycotter Ouachat parce qu'il disait qu'il fallait qu'il y ait à Mayotenam. Mais ça n'a jamais vraiment fonctionné, les gens ne sont pas nécessairement partis. Puis, plus dernièrement, il y a eu une surpopulation dans Ouachat parce qu'il y avait beaucoup de monde. Puis ils ont décidé ils ont réussi à avoir un terrain un peu en arrière d'un quartier de cette île entre Ouachat et un quartier de cette île. Puis c'est ce terrain-là qu'ils voulaient. Puis il y a eu vraiment une montée des citoyens aux barricades là, pour dire que ça leur faisait peur, c'est-à-dire qu'ils voulaient construire des clôtures de 6 pieds. Il y a des gens qui disaient ça, ils voulaient construire des clôtures de 6 pieds entre le quartier et la future communauté pour protéger justement. Puis ils ne voulaient pas que les rues débouchent sur la communauté. Ils ont refusé que les rues débouchent. Donc tu sais, à Montréal, on a l'impression qu'il y a une bonne entente quand même entre les Autochtones et les non-Autochtones parce que là, on est là ensemble, puis on jase, puis tout ça. Mais quand on va dans les endroits plus près des communautés, souvent, la bonne entente est moins là un petit peu. Justement par rapport à ce contexte-là que les gens ne connaissent pas beaucoup, c'est-à-dire beaucoup de préjugés
ne paye pas de taxes, on a été conquis, tous ces préjugés-là qui sont faux, mais qui sont encore plus répandus dans les endroits où les communautés sont proches. Donc c'est pour ça des fois aussi quand je dis qu'il y a un malaise, des fois il y a des communautés, mais dans les communautés aussi, des fois il y a un petit malaise aussi quand les gens viennent, à cause de ce contexte-là. Parenthèse. Donc c'est ça, au niveau de la Romaine, c'est ça, il y a eu des blocus puis tout ça. Ça n'a pas vraiment débouché à quelque chose de concret. Ils n'ont pas bloqué le projet puis tout ça, mais ça a quand même donné un petit coup d'envoi par rapport à des possibilités. C'est-à-dire que là, dans ces communautés-là, en tout cas, il y a vraiment un bouillonnement quand même. Chez nous aussi, il y a eu quand même une lutte contre le projet de Val-Albert, qui n'a pas nécessairement débouché non plus. Le projet de Val-Albert était une mini-centrale qu'il voulait faire justement à Val-Albert. Il était un peu dénoncé par des Allochtones et des Autochtones. Puis finalement, il y a eu une marche quand même, il y a eu quelques petites affaires qui ont été faites. Même une voie ferrée qui est débloquée avec des planches de bois, mais que ça a été un fiasco. Mais tu sais, il faut comprendre aussi que ces luttes-là sont quand même embryonnaires dans nos communautés. C'est-à-dire que moi, chez nous, à Masséliade, c'est rare qu'on va. Il y a eu une manifestation, c'est rare qu'il y ait une manifestation chez nous, là. C'est la première fois que je voyais ça, tu sais. Donc, c'était quand même intéressant. Ensuite de ça, il y a aussi les Anishinabés à Pouagan, en fait, là, qui font contre la coupe forestière. Il y a eu des blocus, tout ça aussi, des arrestations vraiment trash aussi. Un aîné qui avait été enfermé, puis que la condition de libération, c'est qu'il ne pouvait plus retourner sur ce territoire-là. Mais c'est territoires traditionnels, donc ça c'était quand même assez intense aussi, celle-là encore. Il y a eu les Atikamekw aussi dans le milieu qui ont fait 3 blocus dans les 3 villages pour justement être plus avoir des redevances, être plus consultés dans l'industrie forestière qui se passait sur leur territoire. C'est le conseil de vente qui avait appelé ce blocus-là. Ils ont été négociés, puis là, ils ont débouché sur une entente justement dernièrement. On va parler un peu des conseils de vente. Excusez-moi si c'est décousé un petit peu, décousé de mais est-ce que vous connaissez un petit peu l'idée des conseils de vente? J'imagine qu'il y a un nom. En fait, le conseil de vente, c'est ce qui agit dans nos communautés comme si c'était au gouvernement provincial et municipal et même quelquefois fédéral. C'est-à-dire que vu que les communautés, les réserves, sont considérées comme un territoire fédéral, les lois provinciales et les services provinciaux et municipaux ne sont pas nécessairement accessibles. Donc, les conseils de vente qui reçoivent un montant du gouvernement sont là pour gérer la communauté. T'sais. Donc, l'éducation, la santé, les égouts, etc. Mais ça fait pas tellement longtemps que c'est les Autochtones qui ont pris ça en charge. Avant, c'était le surintendant qui nous gérait, parce qu'ils ont donné ça aux peuples autochtones. Mais malheureusement, ce qu'on voit, c'est que souvent, les conseils de vente vont être des élites. Puis, puisque c'est les façons de faire qui sont allochtones, c'est-à-dire les façons de faire européennes, on va dire la démocratie représentative, ben malheureusement, l'idée un peu comme qu'est-ce qui se passe ici, qu'on a un droit de notre choix est seulement une fois 3 ans ou 4 ans pour voter. Ben, ça va vraiment à l'encontre de nos façons de faire traditionnelles qui étaient par le consensus. En tout cas, nous les Inuits, c'était par le consensus, c'est-à-dire qu'il fallait que tout le monde soit d'accord pour faire une affaire, puis on le faisait, mais c'était différent, c'est-à-dire qu'on le faisait plus en territoire, c'était par famille. Donc, il y avait un chef qui était élu quand même, mais le chef était déjà vraiment juste pour régler quelques petits problèmes au niveau des chevauchements de territoire, puis aussi à apporter de l'aide quand quelqu'un était dans le difficulté. Donc, les conseils de vente, c'est quelque chose qui est ambigu. C'est comme moi, j'ai une position qui est contre les conseils de vente, parce que je connais les conseils de vente, puis tout ça, mais ça serait ambigu de dire, quand on ne connaît pas beaucoup ça, qu'on est contre les conseils de vente, parce qu'ils sont quand même différents chacun d'eux autres. Mais c'est quand même la continuation de la main de l'État qui nous dirige. T'sais. Donc, c'est un peu ça. Ouais. Il faut que tu sois autochtone. Il faut que tu sois autochtone absolument. Tu n'es pas obligé de nécessairement. Il faut que tu vives dans la communauté, il faut que tu aies une adresse dans la communauté. Mais ouais, c'est ça. Des fois, on voit que c'est plus des gens qui ont été étudiés à l'extérieur, qui vont venir, qui ont été des élites au niveau des financiers. Mais souvent, les chefs vont être des gens plus traditionnels parce que tu as l'idée quand même que tu veux voter pour un chef traditionnel. Donc, c'est un peu comme ça. Mais parce qu'un conseil de vente, c'est une grosse machine en fait. C'est-à-dire que puisque ça dirige l'éducation, la santé, les travaux publics et tout ça, c'est
presque comme dans ma communauté, ceux qui donnent le plus d'emplois à tout le monde, c'est 300 emplois, comme la fonction publique, on pourrait dire. Mais t'as beaucoup de directeurs généraux qui ont tendance à aller un petit peu partout, tout contrôler un petit peu. Puis c'est des gens qui font beaucoup de sous aussi. C'est-à-dire que si on regarde, mettons, les directeurs généraux dans ma communauté, qu'on est 1800, font 150 000 $ par année, pas d'impôts, tu sais. C'est beaucoup d'argent pour une communauté de 1800, puis c'est beaucoup un clash avec les gens qui sont très pauvres aussi, tu sais. Fait que ces structures-là, qui sont issues de la loi sur les Indiens, qui sont un peu, qu'est-ce qui nous garde en réserve, qu'est-ce qui nous gère, ben ils sont moins décriés parce qu'il y a quand même du monde qui sont à l'aise dans ces structures-là, tu sais. Donc, c'est ça qui est ambigu, tu sais. C'est ça qui est vraiment ambigu, ça crée des classes sociales. Chez nous, c'est pas compliqué, t'as le chemin, je sais vous l'expliquer de même, là, mais en tout cas, t'as vraiment le centre du village, que t'as les structures du conseil de bande, l'école, le conseil de bande en tant que tel, les HLM, on pourrait dire, les maisons du conseil qu'on appelle nous autres, que c'est des maisons qui sont accordées aux gens plus pauvres. Puis t'as le rang aussi, tu sais, puis le rang, c'est des méga baraques, tu sais. Des méga baraques, parce que c'est des gens qui travaillent, soit pas juste au conseil de bande, il y a du monde qui ont des entreprises aussi, comme on trouve de tabac et tout ça. Mais ces méga baraques-là, c'est quand même presque impossible pour la plupart des gens de l'avoir, parce que dans la loi sur les Indiens, on dit qu'on n'est pas saisissable quand on vit sur une communauté. Mais ça nous coupe aussi beaucoup dans notre financement, c'est-à-dire que les banques ne veulent pas nécessairement nous prêter beaucoup parce qu'on n'est pas saisissable. Comme chez nous, là, à ce temps, on a une caisse populaire, on peut aller chercher jusqu'à 125 000 à peu près pour une maison. Mais si ta maison veut plus que 125 000, il faut que tu débousses de ta poche. Que tu sois finançable pour 125 000 aussi, c'est quand même donc, c'est vraiment un clash de deux classes sociales quand même assez intenses dans les communautés qui est quand même assez visible aussi. Puis aussi de la corruption, évidemment. Ça le aussi, tu sais, quand on parle de méga projets comme les méga projets électriques, les méga projets miniers, c'est pas rare qu'il va y avoir de la corruption là-dedans parce que si ça prend juste une personne pour donner l'autorisation, ils vont aller la chercher. On l'a vu aussi, j'ai déjà été embarqué sur le pouce, c'est une anecdote, par un gars qui était retraité d'Environnement 2000, qui était acheté par Dussault aujourd'hui. Puis lui, il était dans le coin de Natashquan, si je ne me trompe pas. Puis il m'expliquait, je n'avais pas dit que j'étais un Innu, ça ne paraît pas nécessairement. Puis il pensait que j'étais un Innu, j'avais des duels à cette époque. Puis il m'avait commencé à me confronter. Il est en train de m'expliquer que les Inuits n'allaient pas sur la romaine. J'ai parlé avec un aîné, les Inuits n'allaient pas sur la romaine. Puis ça, moi je le sais qu'on allait sur la romaine, c'est une des rivières principales. Fait que, il essayait de m'expliquer ça, puis il m'expliquait aussi comment que c'était lui, son entreprise, qui faisait les études environnementales. Sur le terrain pour donner les renseignements au gouvernement pour savoir s'il faisait des projets ou pas. T'sais. Puis le gars, c'était un petit gros crosseur, là, vraiment. Là, il se foutait bien de la présence humaine. Puis tu voyais que si les chiffres n'allaient pas arriver, il allait les modifier. Puis c'est lui qui avait tout l'équipement pour aller faire les recherches-là. Finalement, à la fin, il finit par me dire qu'il y a 49% des parts d'un camping avec le nouveau chef de Natashquan qui justement a accepté certains projets. Fait que dans cette petite communauté-là, il y a beaucoup aussi de ces choses-là qu'on ne voit jamais, qui ne sont jamais vues au grand jour non plus, mais qui restent même dans nos communautés à titre de rumeur, mais qui sont quand même vraiment là. Ensuite de ça. Ouais. Dans le fond, les chefs du conseil de banque peuvent accepter n'importe quel projet sur les territoires quand ils sont élus? En fait, ils peuvent. Ils devraient. Je sais pas, puis là, ils sont un peu les mains liées à cause de la résistance et tout ça. On l'a vu chez nous que, justement, avec le projet de Vajataï, ils n'ont pas vraiment consulté. Ils ont fait des consultations, mais c'était des consultations publiques qui n'ont pas vraiment marché, qui n'ont pas vraiment été vraiment promues, puis que les gens n'ont pas de pouvoir décisionnel, donc ils peuvent décider, mais ça va faire de la grogne, un peu comme ici, tu sais. Mais en ce moment, dans les territoires traditionnels, là, il y a beaucoup de grosse pression pour la signature de traités modernes. Parce que comme je l'expliquais tantôt, les territoires ici sont possédés, puis ça fait chier le gouvernement, parce qu'ils voient la possibilité d'avoir des problématiques dans le futur avec ça. Puis aussi à cause d'un cas qui a eu lieu, je pense que c'était au BC, que ça a été jusqu'en Cour suprême que des Autochtones ont réussi à faire valoir leur petit aborigène, leur droit d'ancestration sur un territoire, puis le protéger comme ça, grâce justement au fait qu'ils n'étaient pas cédés. Puis, ce que ça a créé un passif éventuel pour le gouvernement auprès des banques mondiales et tout ça. Donc, ça veut dire que les banques mondiales, quand ils voient des territoires non cédés, ben, tu perds un peu de la valeur de ton pays parce qu'ils savent que c'est un endroit à litige
Donc, le gouvernement Harper il a commencé à mettre vraiment de la pression pour signer des traités modernes qui sont des traités qui ressemblent un petit peu à la paix des Braves, mais pas tout à fait pareil, mais qui séparent ton territoire en plusieurs parties, c'est-à-dire le territoire de la communauté, mettons qu'un peu une petite partie, tu vas être complètement comme autonome, comme une municipalité. Ensuite de ça, une deuxième partie, que là, ça va être un peu, il va y avoir du développement mais des activités traditionnelles, puis une troisième partie qui vont être cédées. Puis ça, les gens qui négocient, il y a, je pense, une centaine de tables de négociation. Ils vont un peu pour le c'est mieux que rien, parce qu'en ce moment, ils font pareil. Ils vont un peu pour le c'est mieux que rien. C'est vraiment la tactique que le gouvernement utilise en ce moment pour forcer les gens à signer des traités, justement, pour pouvoir exploiter le territoire. Tu parlais, jamais là, tu signes des traités, de territoire que des élus qui n'ont pas parti dans des parties qui n'ont pas le gouvernement. Je ne vois pas comment que la convaincre de changer parce qu'en ce moment, on est dans une situation que on a la subvention du gouvernement fédéral, puis c'est avec lui que tu négocies, donc il tient un gros bout aussi. Puis, on n'a pas nécessairement tout le temps des redevances sur les exploitations minières de tout ce qui se passe sur le territoire, on n'a pas grand-chose, tu sais. Donc, là, ça, ils font plus attention à cause de tous les conflits qu'ils risquent d'avoir, mais on n'a pas de droit de décision vraiment clair, tu sais. On ne peut pas bloquer un projet si on dit non, tu sais, ça paye en cours, tout ça. Fait que les gens, ils décident c'est comme la paix des Braves, c'est un peu ça qu'ils ont fait, ils ont séparé en 3 territoires, c'est un peu l'idée, c'est dans le sens que on va utiliser ça, on va avoir des redevances aussi, puis beaucoup d'argent qui sont mis en jeu aussi. On va se développer, puis on va marquer un petit peu dans le modèle aussi occidental pour développer le territoire, mais le faire nous-mêmes, puis on va avoir de l'argent pour ça. Ça a des bons côtés et des mauvais côtés, puis de mon point de vue, moi, ça a des mauvais côtés. Je trouve pas ça bon parce que je vois pas le territoire comme une ressource, je vois le territoire comme un endroit où notre culture descend, puis on devrait tourner vivre à un certain point, mais dépendant des moyens. À ce niveau-là, justement, je trouve ça intéressant un peu les luttes anticapitalistes et les luttes anarchistes dans ce point de vue-là, parce que dans le point de vue traditionnaliste, souvent les gens, ça va pas tellement justement aller de pair, les traditionnalistes avec les anarchistes et les anticapitalistes, mais il y a une vision qui est quand même semblable, parce que dans la vision de protéger le territoire d'une façon traditionnaliste, c'est vraiment dans une idée de retourner vers des modes de vie plus traditionnels, puis aussi dans l'idée qu'on ne possède pas le territoire, qu'on n'est pas là pour l'exploiter, mais qu'on a une relation d'égalité avec ce territoire-là. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que justement, ça sort de tout l'imaginaire, justement, on va aller en cours pour protéger, puis avoir des redevances, puis tout ça, parce que le territoire à ce niveau-là, il n'est pas à vendre, il n'est pas à nous, il est libre, ce territoire-là. Essaye d'expliquer à un fonctionnaire qu'une roche, c'est vivant pour nous, t'sais. On ne peut pas y expliquer ça, qu'on est égal à la roche, ça ne passera jamais, mais justement, il y a des principes de non-domination de l'humain sur la planète qui peuvent être intégrés justement aux luttes anarchistes, puis à un certain point les luttes anticapitalistes, parce que le capitalisme, lui, justement, le contraire de ça, il sert justement à posséder tout ce territoire-là pour le développer, même si c'est des choses qu'il ne contrôle pas, qu'il n'a pas créées. Ouais. Encore pour faciliter la compréhension, parce que ça va être un peu distant, mais une idée centrale du capitalisme, c'est la marchandise. Tout peut devenir une marchandise. Vous avez sans doute participé au mouvement étudiant. Qu'est-ce que les étudiants ont testé? C'est que le savoir est une marchandise. Demain, quand un traditionnaliste va s'opposer à une forestière, va dire un arbre n'est pas de marchandise. On ne peut pas transformer ça en porte des papiers pour en faire la marchandise. C'est vraiment, je veux dire, un des combats est contre la marchandise, et en ce sens-là, il y a quand même une convergence avec les luttes anticapitalistes, les grandes luttes anticapitalistes, parce qu'eux-mêmes dénoncent les marchandises. Et il y a aussi l'idée du cercle aussi, je vais expliquer ça juste avant là. Nous, traditionnellement, on utilisait beaucoup la pensée circulaire. C'est-à-dire que, quand on parle, mettons, de la roue de médecine, vous avez peut-être déjà vu ça quelque part, la roue de médecine, les 4 couleurs, et tout ça. Mais le mot médecine, c'est pas le mot qu'on aurait utilisé en langue autochtone, dans le sens que la médecine, pour nous, c'est pour se faire comprendre, parce que la médecine, pour nous, c'est justement l'idée de la pensée circulaire, c'est que, mettons, une plante médicinale, moi je connais beaucoup les plantes médicinales, mais une plante médicinale, c'est pas nécessairement ça qui va te guérir, c'est la façon que tu vas l'accueillir,
la façon que tu vas, ta spiritualité, la façon que tu vas percevoir ta famille, tout ça est garant de ta santé, tout ça est garant de ta médecine. Donc, un ne peut pas être dissocié de l'autre. Donc, un peu dans ce niveau-là, disons qu'un arbre n'est pas une marchandise, mais l'arbre, c'est nous, tu sais. Il fait partie de nous parce qu'on ne peut pas se dissocier de la nature, on ne peut pas se dissocier de ce qu'on fait partie. L'humain dans la civilisation, puis dans le capitalisme, c'est vraiment dissocié, c'est vraiment sorti de l'idée centrale qu'on fait partie d'un tout, tu sais. Puis ça, c'est une problématique parce que justement, ils pensent pas qu'on nombril, on fait partie de tout un ensemble de choses qui va plus haut que nous autres, c'est pas nous autres qui créons ces choses-là. Tu sais, dans langue Innu, t'accordes tes verbes par rapport à ce qui est animé ou inanimé. On pourrait dire vivant et non vivant. Puis ce qui est vivant, c'est plus compliqué que ça, mais ce qui est vivant, souvent, c'est ce que l'humain n'a pas créé, c'est ce que l'humain n'a pas fait. Une roche, ça va être vivant, un arbre, ça va être vivant, l'eau va être vivante, le ciel va être vivant, mais une hache, un banc, une table, ce sera plus vivant parce que tu l'as modifié. Donc, il y a une distinction à faire, puis c'est justement de prendre ta place en tant qu'être humain. Tu ne peux pas dominer le sol. Pourquoi tu pourrais? Comment tu peux concevoir ça? On est parti sur une drôle de vibe, je pense, avec ça. Quand même, quand on y pense, sérieusement. Ouais. Non seulement la page de transformation dans la direction de transformation, deux choses sont différentes. En santé, peut-être vraiment comme tu as raison, puis aussi parce que quand on regarde aussi les luttes anticapitalistes, puis le capitalisme, en fait, qu'est-ce qui est en train de faire beaucoup en ce moment, c'est nous aliéner à un certain point, nous rendre dépendants de lui. Un peu comme on a été dépendants, disons, du matériel quand c'est arrivé après, ça nous fait perdre notre autonomie, c'est-à-dire que maintenant, on n'a plus beaucoup de choix que d'adhérer à ce modèle-là parce qu'on n'a plus justement cette autonomie-là, cette connaissance, les connaissances traditionnelles ou les connaissances sur nos territoires qui nous permettraient justement d'essayer de créer quelque chose de nouveau. Souvent, j'en parlais avec des amis, je disais qu'on avait... Je regardais mon chat qui est décédé hier en passant. Mon chat, je le regardais, puis il voulait se sauver, puis je ne laissais pas sortir mon chat, tu sais, c'est un peu facho. Mais je ne laissais pas sortir, il a essayé de se sauver, j'avais dit non, rentre en dedans, ta vie c'est l'appartement. Je ferme la porte, puis je pensais à ça, j'étais comme, ben, dans le fond, moi aussi j'avais ça. Fait que je me disais, moi aussi, dans le fond, j'avais dans cet appartement-là, puis tu sais, je me disais, si mon chat il sort, va dans la rue, puis ça, il n'a jamais été dans la rue, il va probablement mourir, tu sais. Puis nous aussi, probablement, tu sais, que si on tournerait en territoire, si on n'a pas l'enseignement des aînés, on mourrait probablement. Puis c'est juste de vouloir créer quelque chose de nouveau quand on part d'un modèle vraiment aliénant, tu sais. C'est pour ça que souvent, j'ai de la misère à croire que, mettons, avec une lutte révolutionnaire ou whatever, on serait capable de briser notre façon de dominer, justement, parce qu'on est aliéné dans ce système-là. C'est ce que je trouve aussi intéressant dans les luttes traditionnelles, même s'ils sont plus justement traditionnalistes à se faire des boulots avec les corps de boulot et tout ça. Mais il y a quand même une alternative qui n'a pas été influencée par justement l'Occident, la civilisation et tout ça. Donc c'est ça, je trouve ça c'est vraiment important. Puis je trouve que c'est quelque chose qui diffère quand même dans les luttes, mettons, anticapitalistes, les luttes anarchistes, des luttes, disons, traditionnalistes. C'est justement, d'où vient cette pensée-là, de cette critique-là. Il y en a une qui vient d'un modèle qui vient du territoire, puis l'autre vient d'un modèle aliénant. Donc je trouve qu'il y a une distinction quand même à avoir là-dedans, mais on peut en débattre justement en ce moment si vous voulez. Si vous avez justement, on pourrait commencer le débat à ce niveau-là, si vous voulez. Comment vous pensez, c'est quoi les ressemblances entre les luttes autochtones et les luttes anticapitalistes ou les luttes anarchistes, si vous voulez? Puis les différences, qu'est-ce que vous percevez? Même les luttes nationalistes, si vous voulez, on peut embarquer là-dedans, ça va être moins populaire.